Et j'ai une autre question, mais ça, c'est plus, comment dire, un questionnement personnel. Euh, on parle beaucoup, enfin, on constate qu'il y a une hypersensibilité des personnes qui ont vécu un trauma. Et moi, finalement, je me pose la question du lien avec ce qu'on appelle la précocité, tu sais. Et je me dis finalement, est-ce que des personnes dites précoces, c'est vraiment finalement toutes des personnes qui ont eu des traumas plus ou moins importants? Parce que, enfin, moi, je fais beaucoup ce lien-là autour de moi, dans mes patients, personnellement. Enfin, et voilà, donc c'est une autre lecture de la précocité, on est bien d'accord, qui aujourd'hui n'est pas tellement partagée en ce sens. Ça dépend des... Comment? Ça dépend des milieux. Ça dépend des milieux, mais oui. Mais toi, enfin, je voulais avoir ton avis là-dessus, quoi. Ouais. Ben, moi, je partage... Mon avis, il est en évolution, parce que je sens qu'il y a des dimensions... ouais, en tout cas, pour moi, c'est évident le lien entre l'hypersensibilité et le trauma. L'hypersensibilité, ça veut dire petite fenêtre de tolérance. Ouais. Et on est dans le cerveau droit, enfin... Oui, complètement. Donc, y a un lien évident pour moi entre l'hypersensibilité et trauma, et notamment trauma précoce. Après, donc ça pour moi c'est juste une évidence. Après, je me pose la question parce que nous sommes des êtres vraiment multidimensionnels. Il y a, oui, le psychisme c'est fondamental, c'est clair, c'est pas moi qui vais vous dire l'inverse. Et tout ce qu'on a vécu, c'est vraiment une base de vraiment comment on se régule, de comment on ressent, de tout un tas de capacités qu'on a et comment on va du coup se laisser traverser par la vie. Il y a aussi d'autres dimensions, une dimension plus large de qui on est à un niveau du coup spirituel. Ouais. Et dans cette dimension-là, moi, j'ai besoin encore d'investiguer pour pouvoir vraiment me positionner de façon plus large là-dessus. Et je ne sais pas. Voilà. Pendant longtemps, j'avais vraiment cette pensée que tout ce qui pouvait être de l'ordre, par exemple, de vie passée, on me posait souvent ces questions, et les vies passées, etc. Moi, j'étais vraiment persuadée, quand même encore grandement, hein, que toutes les charges qu'on amène des vies passées, on le revit dans notre précoce. In utero, dans le transgénérationnel qu'on a choisi. Oui. Voilà, au niveau vibratoire, les vies passées, on va aller trouver quelque chose qui va reproduire cet état-là. Ça, c'est l'impression vraiment que j'ai. Ouais. Après, ce que je vois plus à l'échelle de la vie, dans comment, notamment par rapport à comment ça se fait qu'il y a des personnes qui ont des dissociations étanches et d'autres qui ont des dissociations poreuses. Quand j'appelle dissociation étanche, c'est-à-dire ils sont coupés, et ils sont tellement coupés qu'ils ne sentent pas qu'ils sont coupés et ils ne souffrent pas d'être coupés. C'est juste des gens qui n'ont pas trop d'émotions, ou en tout cas, peut-être des gens qui restent que ici. J'ai plus mon schéma, mais c'est pas grave. Il y a des personnes qui ne vont pas du tout avoir accès au dorsal, donc pas avoir accès au dorsal défensif, certes, mais du coup au dorsal sécure. Donc ils ne vont pas avoir accès à l'intimité, qui ne vont pas avoir accès à une ressource profonde, justement peut-être à une vie spirituelle. Ils sont coupés de ça. C'est des gens qui vont être juste dans l'action, ils sont actifs, ils font leur vie, hein, mais il n'y a pas de quête de sens, il n'y a pas de recherche de qui je suis, comment améliorer mes relations ou quoi. Ça fonctionne à cet endroit-là. Et il y a des traumas graves, forcément, puisqu'il y a dissociation. Et puis il y a d'autres personnes qui vont avoir d'autres traumas, parfois plus, parfois moins, parfois un peu similaires. Et eux, ils vont être en lien avec leur souffrance. Et ça, ils vont engager un chemin. Pourquoi ?
Oui, c'est pas tant lié à la complexité, enfin au trauma complexe ou multiple, c'est aussi lié, oui, à ce qu'on porte Il me de semble, l'existence. ouais, j'ai l'impression, en tout cas par rapport à cette notion de dissociation étanche ou poreuse, c'est moi qui mets ce terme-là, je ne sais pas si ça existe, mais peut-être qu'il y a d'autres gens qui le disent. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de... Parce qu'à un moment donné, être en lien avec sa souffrance, c'est une certaine maturité spirituelle. On est en capacité de faire face et d'être en quête. Et tout le monde ne l'est pas. Et est-ce que, moi je me suis pendant longtemps posé la question, est-ce que les personnes ne le sont pas parce que le trauma il est trop énorme, c'est pas possible? Ou est-ce que c'est autre chose? J'ai quand même l'impression que c'est autre chose parce que je vois des personnes avec vraiment des traumas terribles qui sont face à leur souffrance. D'autres, ils ont les mêmes traumas terribles, ils ne le sont pas. Pourquoi? Il me semble qu'il y a d'autres données. Ouais. Et je rentre dans ces sphères d'investigation. Je vous répondrai. C'est le mystère aussi. Hein, Dieu merci. Et j'ai une dernière question. Est-ce que un trauma transgénérationnel peut être aussi violent qu'un trauma, enfin violent, en tout cas peut générer les mêmes dissociations, les mêmes modes de protection qu'une personne qui a vraiment vécu un trauma complexe? Alors déjà, deux cas de figure. Est-ce que c'est transgénérationnel avec contact dans la famille? Par exemple, si c'est quelque chose qui a été vécu par la mère ou par la grand-mère, par exemple, ça s'est transmis par le précoce. Une mère qui a un trauma non résolu. Ouais, du coup, c'est un trauma développemental pour la personne. Ouais. Ok, je comprends. Pas que. Pas que. Voilà. Mais pas que parce que, effectivement, en fait, le petit, donc il va effectivement avoir une mère, un père ou des grands-parents dissociés, donc qui ne vont pas être capables de l'aider à se réguler. Il va donc lui-même se dissocier et faire comme il peut, le pauvre chéri. Et ce qui se passe, c'est que quand la personne qui s'occupe du bébé n'est pas en lien avec ses émotions, parce que quand il y a trauma, il y a toute la charge émotionnelle, mais il y a aussi toutes les images. En fait, quand il y a trauma, le cerveau sidère et tout ce qui est en train de se dérouler, qui dépasse la capacité d'intégration, va être intégré dans la mémoire émotionnelle hors du temps. Donc, la sensation de danger, de peur, de terreur, de rage, tout ce qu'on veut, mais aussi les images, les impressions, les odeurs, les mots qu'on peut entendre, les éventuellement bruits, et bien évidemment, ça, on en parle aussi dans ce qu'on appelle la mémoire colonisatrice de l'agresseur, on intègre aussi les pensées des autres. Si on voit par exemple quelqu'un qui meurt devant nos yeux, on la capte, sa détresse. Hein. Elle est en nous, elle est dans notre mémoire émotionnelle. Donc, toute cette charge-là, qui n'est pas intégrée par un éventuel parent, l'enfant, il va tout absorber parce qu'ils sont ensemble. Le parent, il est dissocié de cette charge, mais cette charge, elle existe. Et l'enfant, lui, il la capte. Ça fait trauma. Donc, c'est-à-dire que c'est une charge qui est trop intense. C'est trop intense pour que le parent puisse y faire face. C'est trop intense pour que le petit y fasse face. Du coup, il va absorber tout ça. Et donc, il va absorber toute la charge. C'est comme ça qu'on peut avoir des flashs de choses qui ne nous appartiennent pas, etc., etc. Après, et là, c'est encore une autre de mes limites, je me pose aussi ces questions quand il y a des traumas transgénérationnels, mais que la personne n'a pas été en lien. Parce qu'on sait très bien, les personnes qui sont dans le transgénérationnel, on a vraiment observé que s'il y a des personnes qui ont été exclues, des non-dits, tout un tas de choses qui se passent, mais que la personne, elle n'a pas été, elle est morte avant qu'il y ait un enfant,
mais ça n'empêche que cette charge, elle va être portée. Puis elle va être portée, mais pas forcément par tous les descendants, par certains descendants. Et il y a toute une logique comme ça en psychogénéalogie. Et ça, c'est une logique qui dépasse quand même un peu cette notion de transmission par le précoce. Oui, c'est transmis par le précoce par certains non-dits, mais comment ça se fait que ça va être certains descendants qui vont le porter, pas d'autres? Et en psychogénéalogie, on voit quand même que le lien avec certains ancêtres, il est en lien avec des dates, par exemple, de naissance. Selon la date de naissance, on a ça répercute 4 dates dans l'année, comme 4 saisons, et les ancêtres qui sont soit nés, soit morts, soit qu'il y a eu un événement traumatique à une certaine date qui correspond à un de ces 4 quarts de la naissance de cet enfant, il va être en lien avec ça. C'est ce qui a été observé. Après, on peut aussi raisonner avec des ancêtres sans forcément il y ait ces corrélations de date, parfois aussi c'est des corrélations de prénoms. Et voilà, moi j'ai beaucoup fait de toute cette investigation pour moi-même, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment creusé au niveau professionnel. Et il y a plein de questions à cet endroit-là. Donc j'ai pas toutes les réponses. Ok, merci Célia. Il y a des livres sur ce sujet. Il y en a plein, oui. Oui. L'empreinte de naissance, les dates, effectivement. Ouais. Oui, il y a plein de choses. Moi, je suis une grande fan des constellations familiales par rapport à ça. Et je conseille vraiment. Mais il y a plein d'autres approches.